Bien, bonjour à toutes et à tous. 9 juillet. On s'était vu la dernière fois le 19 juin pour un Day One Legal Lab 2.0 webinar avec un titre qui était exactement le même, vers une refonte de l'offre et de la demande sur le marché du droit. Nous avions accueilli Camille Herry et puis Nicolas Guérin, secrétaire général d'Orange, Camille qui est associé au sein de Queen Emmanuel, pour réfléchir sur les évolutions stratégiques. Là, on va être encore plus concret et plus hands-on, comme on dit aux États-Unis, avec un second titre, vers une refonte de l'offre et de la demande du marché du droit, mais les nouvelles solutions pour les directions juridiques très précisément. Je suis très content, j'ai 3 invités. Il a fallu élargir, et on pouvait élargir encore plus tellement cette offre devient pléthorique, on va essayer de la décrire. Tout d'abord, Denis Musson. Je ne sais même plus si on présente Denis. Si. Denis Musson, qui est conseiller spécial auprès du président d'Imeris, qui est l'ancien président du Cercle Montesquieu, et puis qui devient un observateur très, très, très affiné, voire un investisseur. On va en parler avec lui dans quelques instants. Alexandre Grux, qui est, lui, le CEO ou le PDG, fondateur d'Hyperlex, Legal Tech, qui a d'ailleurs récemment levé des fonds. On va aussi parler de cet écosystème des Legal Tech et puis des différentes levées de fonds. Le marché commence à se structurer, à devenir un petit peu plus mature et à se renforcer auprès des clients en direction juridique ou compliance notamment. Et puis, troisième invité, aussi CEO, aussi PDG fondateur d'un Alternative Legal Service Provider, ALSP. C'est pas très facile à dire. Je vais essayer de ne pas écorcher à chaque fois. En fait, c'est Calixus, ça sera plus simple. Calixus, qui est un acteur du Managed Services. On va tout savoir dans quelques instants sur ce que sont les Managed Services. Donc, l'idée, c'est d'essayer de voir, à côté, bien évidemment, de nos amis avocats, des premiers cabinets d'avocats d'affaires. On a plein de classements. D'ailleurs, si vous trouvez quelqu'un, un cabinet en ce moment qui n'a pas reçu un prix, dites-le-moi, parce que j'ai l'impression qu'ils reçoivent tous des prix. Quel que soit, donc c'est vraiment la mode, tout le monde a gagné son prix, c'est très très bien. J'aimerais bien chercher le cabinet qui n'a pas trouvé de prix, peut-être que ça démontrerait une indépendance. On va ouvrir avec un maximum d'échanges entre nous. Les service providers à LSP, comme on en parle, il y a une étude qui était intéressante qui parle de plus de milliards, 10 milliards,7 de chiffre d'affaires, d'après une étude d'Oxford Acritas et de Georgetown. On va en discuter avec Nicolas qui hoche du chef. Ça veut dire qu'il n'est pas d'accord avec Acritas. Et puis, on a plus de 200 Legal Tech en France. Il y en a un peu plus de 1000, 1200, 1300, suivant les classements. Il faut regarder celui de Stanford, du codex de Stanford. Regardez pour essayer de voir tout ce qui s'y passe toutes les semaines, tous les jeudis. Il y a des démos au sein du codex de Stanford, donc c'est assez intéressant. Et puis nous, Day One, je vais faire un petit peu de pub, on a aussi une base de données de 671 Legal Tech qui est publique, donc vous pouvez y aller, vous pouvez faire des tris, des filtres avec Power BI sur notre site internet. Je voudrais démarrer avec Denis. Denis, puisque tu as plusieurs casquettes, parce que tu es client de ces Legal Tech, tu es observateur, investisseur même. Comment est-ce que tu vois dans ton rôle dans ton rôle de juriste tout d'abord, de directeur juridique, on verra les autres casquettes que tu as. Comment tu vois cette approche des nouvelles offres qui sont à ta disposition? On avait jusqu'à maintenant les avocats d'affaires, les cabinets très structurés avec les pyramides qu'on connaît. Maintenant, il y a plein d'offres. Je dirais que, déjà bonjour à tous et merci Olivier de nous avoir réunis aujourd'hui. Je commencerai alors peut-être par te faire un petit coup de pub, c'est que quand on est dans une fonction juridique, avant de se dire quel type d'offre alternative ou digitale on va éventuellement mettre en œuvre, je pense que ça part quand même d'abord par un peu d'introspection qui est absolument indispensable. Dont doit résulter une feuille de route de digitalisation, outsourcing et autres. Et là, c'est le petit coup de pub sur toujours mon petit bréviaire, qui est Chaduto, la direction juridique de demain. Je pense qu'il faut absolument, effectivement, arriver avec cette matrice que tu montres dans ton bouquin, qui est les risques et la valeur propre pour la fonction juridique. Donc, il y a d'abord, effectivement, quels sont les domaines dans lesquels il y a les risques principaux et ensuite, quelle est la valeur qui est associée pour pouvoir arriver avec ce cadran à dire,
c'est dans ce domaine-là que, honnêtement, c'est low risque, valeur ajoutée plus faible. Et à ce moment-là, là, effectivement, c'est vraiment de se dire, est-ce que vraiment on doit continuer à le faire en interne? Et puis, il y a ceux où il y a effectivement, on se dit, le risque n'est pas très élevé, mais il y a une forte valeur. Et c'est de cela, à mon avis, que doit se dégager à ce moment-là donc la vision, la mission, et sur cette base d'analyse de risque, la trajectoire de externalisation et digitalisation. Et alors moi, ce que j'ai constaté quand même, c'est que il y a une maturité qui a commencé à être acquise et qui avant la crise. Et d'ailleurs, les études le montraient. C'est-à-dire que toutes les études les plus récentes, il y en avait une qui avait été faite par l'Éclat avec Wolters Kluwer, il y en a une autre qui, effectivement, qui a été faite par un cabinet concurrent de Day One récemment et qui montrait qu'il y a 80% en gros des fonctions juridiques qui avaient commencé à établir une feuille de route digitale. Et alors, il y a un mouvement effectivement complémentaire qui accompagnait ça, qui est aussi la montée d'un sujet qui était cher, des Legal Operation Officers dans un certain nombre de fonctions juridiques. Et cette combinaison faisait que, l'étude montrait que 80% effectivement s'étaient engagés dans cette voie digitale. Alors, il y avait des solutions qui avaient commencé effectivement à poindre. Et puis ensuite, il me semble qu'il y a eu il y avait déjà un facteur donc d'accélération prévisionnelle. Et puis la crise a véritablement encore plus accéléré effectivement cela. Quand je prends un exemple qui est la signature électronique, c'est vrai que la signature électronique pendant cette période de crise, tout le monde s'est dit il faut absolument effectivement que je passe à la signature électronique si je ne l'avais pas déjà. Et là, il y a eu effectivement une vraie envolée. Donc la crise a réaccéléré ce mouvement vers des solutions digitales. Et puis, pendant la crise, il y a eu aussi un autre révélateur qui a été, tout le monde s'est dit, il faut vite que je regarde mes contrats pour voir là où effectivement je peux faire, il y a la force majeure, pas la force majeure, une exécution contractuelle et autres. Et puis tout d'un coup, tout le monde s'est dit, mais elle n'est pas vraiment structurée ma donnée, et ça me prend un temps fou. Oui. Et donc, tout le monde s'est dit, il va falloir quand même qu'on fasse quelque chose sur ce sujet-là. Et puis il y a eu encore une accélération qui est maintenant post-crise, qui est une pression qui exerçait déjà, qui est déjà exercée sur les fonctions juridiques de faire plus avec moins. Mais là, ça va effectivement être pire. Cette pression va encore s'accentuer. Liée en plus au mouvement général de transformation des fonctions juridiques ou de l'entreprise, et la fonction juridique ne peut pas être à la traîne des autres fonctions dans la transformation digitale ou transformation générale. Donc je dis que on voit, il y avait déjà la maturité, un facteur accélérateur pendant la crise, et là, post-crise, ça va effectivement être, alors je ne dis pas l'explosion, mais je pense qu'il va y avoir effectivement des opportunités, je dirais, pour encore plus grandes, pour soit les alternative service providers ou les offres de solutions digitales pour pénétrer dans l'entreprise. La fonction juridique n'y échappait pas, y était prête. Et là, maintenant, on a un facteur d'accélération. Et juste petit bémol, c'est que je pense que toute l'industrie juridique, parce que quand on voit les tribunaux, ça a été étonnant, cette crise du Covid. C'est-à-dire que tout d'un coup, ils sont aperçus que, bah oui, on pouvait basculer dans l'urgence vers faire tout en visioconférence. Et puis en se disant, il va falloir effectivement, pour que ça puisse continuer à fonctionner, faire du filing, effectivement, des assignations électroniques. Donc il y a toute l'industrie ou toute la chaîne de l'industrie du droit qui, à mon avis, va s'embarquer dans cette digitalisation accélérée. Après, on reviendra sur les risques que moi, je vois pour notre industrie européenne ou française. Merci Denis. C'est vrai que c'était un petit peu l'objet d'ailleurs de ce webinaire. C'est qu'il y a énormément de choses. Il faut essayer de regarder ce que l'on peut trouver. Et merci de revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire quand même de revenir à quelle est la vision et la mission de la direction juridique. Et on peut obtenir les bons outils en fonction de ce que l'on veut faire. Nicolas, je sais que tu as une petite slide. Peut-être que je peux la partager ou tu veux essayer de cartographier l'ensemble de ces acteurs qui peuvent aider les directions juridiques à fonctionner et à
optimiser avec la meilleure efficience ce fameux make or buy, hein, je fais en interne ou je fais faire en externe, pour essayer d'expliquer tous les acteurs que l'on peut avoir à disposition. Tu veux que je partage ta slide peut-être? Alors, si tu peux, oui. Enfin, oui, bien sûr. Je peux commencer entre-temps. Bonjour à tous, merci beaucoup Olivier d'avoir organisé ce webinaire. En préparant avec notre LegalOps, Stella Petersen, qui est sur l'appel, je repensais à une conférence à laquelle j'ai assisté à Londres en début d'année. C'était CLOC, je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'association des LegalOps qui organise deux conférences annuelles aux États-Unis et à Londres. Et lors de celle de Londres, on doit... Voilà. Alors, il manque quelque chose. Oui, c'est qu'il faut juste, a priori, il y a une animation. Lors de cette conférence, une personne qui travaillait chez BT, British Telecom, qui a été l'un des pionniers dans tout ce qui était outsourcing de certaines fonctions juridiques, a expliqué la démarche qui avait été mise en place il y a 1 an et demi maintenant, pour externaliser une partie, notamment de la gestion des contentieux de petite, entre guillemets, de petite importance, avec des interactions avec différents acteurs du marché et la mise en place d'un managed legal service. C'était une très bonne présentation, tellement bonne que j'étais conduit à embaucher la personne concernée, mais l'intérêt était très important dans la salle, et à la fin, quelqu'un a levé la main et a dit « C'était vraiment super intéressant, j'aurais adoré comprendre quoi que ce soit ce que vous avez dit parce que j'ai vraiment rien compris. » Mais ça a l'air super intéressant. J'espère qu'on va comprendre alors. Pardon ? J'espère qu'on va comprendre aujourd'hui. Oui, et on était avec des juristes qui viennent à CLOC, donc qui s'intéressent par défaut à des solutions alternatives, à des solutions différentes. Donc, effectivement, le niveau de compréhension, de maturité du marché, il est faible, pour une raison toute simple, c'est que la plupart de ces nouveaux acteurs sont relativement récents. Nous, Calecus, on date de 2012, les plus anciens datent de la fin des années 2000. C'est un phénomène encore récent et encore très confiné à l'Angleterre et dans une moindre mesure aux États-Unis. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par service juridique alternatif ? Si cette petite slide montre de manière basique les différents acteurs. Tout en haut, vous avez, alors c'est en anglais, vous avez les cabinets d'avocats. Alors, on a mis, je ne sais pas qui, Freshfields, DLA, voilà, il y en a quelques milliers d'autres. Le modèle de ces cabinets, il est le même partout. Vous avez une structure pyramidale avec des collaborateurs qui montent petit à petit dans les rangs, avec un écrémage qui arrive jusqu'au partnership. Le modèle économique, ce que vendent les cabinets, c'est l'excellence. C'est 100% parfait à chaque fois, quoi qu'il arrive. Quelle que soit la valeur en jeu, quels que soient les risques en jeu, on fait toujours du prêt-à-porter. Donc vous avez les cabinets d'avocats. Sur la gauche, vous avez les Big Four, alors qui sont là depuis longtemps dans ce paysage, selon les pays. Et puis sur la droite, vous avez donc les Legal Tech, dont Alexandre va parler, qui, comme le disait Olivier, se comptent par centaines. Les alternatives, c'est la partie en bas, c'est la partie la plus récente, et c'est la partie qui se place un petit peu entre les autres. Et là-dedans, il y a encore 2 sous-catégories. Je suis désolé, je fais plein de catégories, mais en général, les juristes aiment bien justement catégoriser. À gauche, ce qu'on appelle le staffing, c'est en fait d'une certaine manière de l'intérim. Donc le plus important, c'est Axiom, dont le nom est assez connu parce qu'ils sont très bons en marketing. En France, Oxygène Plus de Stéphane Lefer fait ça. C'est la mise à disposition de juristes pour des périodes relativement longues. Généralement, ce ne sont pas des équipes très grandes, ça peut être une personne, 2, 3 personnes, sur des périodes de 3 mois, 6 mois, voire 1 an. La dernière catégorie à laquelle nous on appartient, Managed Legal Service, je n'ai jamais trouvé de traduction française, mais je suis preneur si quelqu'un en a une, dans laquelle nous on est présent. Il y a aussi effectivement United Lex ou Elevate. L'idée, c'est de prendre en charge une fonction juridique de l'entreprise sur des projets soit de long terme, c'est-à-dire que c'est une externalisation permanente de certaines fonctions, soit sur des projets qui ont une certaine ampleur. Finalement, les Alternative Legal Service Providers, ça a l'air très nouveau comme ça. En réalité, c'est le même modèle que les SS2I en informatique. Et tout juriste qui a déjà négocié un contrat avec une SS2I connaît les problématiques
de mise à disposition de personnel en droit français, d'établissement, enfin d'objectivation de la prestation qui est réalisée, etc. C'est fondamentalement le même modèle. Donc ça veut dire que les alternatives ne sont pas là pour remplacer les cabinets d'avocats traditionnels, parce que honnêtement, il n'arrive pratiquement jamais qu'on soit en concurrence avec eux, puisque eux font vraiment du prêt-à-porter sur des dossiers ponctuels. On va revenir sur la relation avec la Legal Tech. Le Managed Legal Service Provider ou l'alternative, il est vraiment quelque part entre le juriste d'entreprise et le cabinet d'avocats pour apporter une flexibilité qui n'existe pas forcément au niveau des ressources internes. Flexibilité qui, en fait, au niveau interne, il n'y a pas de flexibilité parce que vous avez des gens qui sont employés, c'est des charges fixes, vous allez payer, il y a le risque prud'homme, etc. Et puis, traditionnellement, l'alternative, c'est l'avocat. C'est la flexibilité absolue. C'est par tranche de 15 minutes. Et puis, la flexibilité, ça se paye. Et donc, cette flexibilité, elle se paye avec une marge qui est extrêmement élevée. Les cabinets d'avocats font partie, si on regarde de manière économique générale, des acteurs économiques qui ont les marges les plus astronomiquement élevées sur leur marché. Donc, le service alternatif se place entre les deux pour dire on apporte une certaine flexibilité, mais qui est moindre. Donc, on va s'engager sur plusieurs mois. On va s'engager même éventuellement sur plusieurs années dans le cadre d'un outsourcing permanent. D'accord. On va revenir après sur des exemples concrets de ce que font les Managed Legal Services et puis de ce que fait aussi Calixus, il faut aussi qu'on en parle. Sur la partie qui était donc à droite de ton schéma, on voit les Legal Tech avec d'ailleurs le logo d'Hyperlex qui était présenté. Hyperlex, Alexandre. Sur les Legal Tech, quel est le marché aujourd'hui ? Comment il s'est déployé, et puis on est quand même content de voir, alors peut-être un tout petit peu en retard et encore avec des curseurs très faibles, mais des levées de fonds dont ton entreprise a bénéficié, d'autres français. La French Tech se développe, peut-être un peu en retrait la Legal French Tech, mais au moins ce sont des acteurs qui se développent très fortement et qui maintenant font vraiment partie du panorama et du dispositif même des directions juridiques. Quelle est ta vision ? Oui, donc, bonjour à tous. Merci de m'avoir invité à participer à cette table ronde. Déjà, Denis a bien défini aussi les points d'importance sur les outils, la digitalisation des processus, etc. Je pense que ce qui est important déjà à retenir, c'est que les Legal Tech, c'est finalement des fournisseurs d'outils pour les services juridiques, mais aussi plus largement pour les processus juridiques. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que les directions juridiques sont, dans certains cas, un chef d'orchestre, un maillon d'une chaîne juridique, d'un processus juridique qui va irriguer toute l'entreprise, bien au-delà de la direction juridique. Et les Legal Tech servent aussi justement ces processus, donc ça veut dire que ça sort aussi des directions juridiques. Je pense que les Legal Tech en France, c'est un écosystème qui maintenant est devenu quand même assez développé, assez riche. Alors, je n'ai pas trouvé de stats à jour sur le nombre de Legal Tech en 2020. Je crois qu'en fin 2019, on était peut-être à 250 Legal Tech recensés dans les différents observatoires, etc. Bon, ça va continuer à augmenter. On voit qu'il y a ça augmente un peu moins vite. Je pense que le point qui a été soulevé un peu par les différents observatoires, c'était qu'on a atteint bientôt 50% des Legal Tech qui ont plus de 3 ans. Ça, c'est quand même un signe assez intéressant, puisque il faut voir que 3 ans, hein, c'est toujours un peu le seuil de maturité, un peu le seuil critique pour une entreprise. C'est le moment où justement les sociétés prouvent ou pas qu'elles ont réussi à pénétrer le marché. Et le fait qu'il y ait autant de sociétés, finalement, autant de legal tech qui atteignent cet âge-là, je pense que c'est déjà, au moins pour les premières qui ont été lancées, c'est un bon signal. Et d'autre part, il est clair que les legal tech ont suivi un peu la vague fintech d'une autre façon. Moi, je l'ai observé comme ça, où en 2010, pareil, il y avait très peu de fintech et tout à coup, les fintech se sont lancés en masse. Et après, il y a un peu un long tail, le temps qu'il
que les choses se mettent en place et ça continue encore. Il y a encore des fintechs qui continuent d'arriver alors qu'on avait pensé que tous les services financiers avaient déjà été digitalisés. Je pense qu'il y a eu une grosse vague, en effet, en France en 2016-2017, qui arrive un peu avec un peu de retard par rapport aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est 2013 où il y a eu un peu le renouveau Legal Tech. Comme tu l'as souligné, en effet, les levées de fonds ont quand même pas mal augmenté. En 2019, 52 millions d'euros ont été levés. C'est aussi le signe qu'il y a un certain nombre d'éléments qui arrivent sur la table des investisseurs et qui les convainc aussi que voilà, c'est le moment où il faut rentrer dans le bateau parce qu'il se passe quelque chose. Donc, comme le disait là encore Denis, il y a eu quand même des gros changements. Hein. La signature électronique en France, déjà en 2000, Universign, qui avait un autre nom à l'époque, commercialisait déjà la signature électronique. Et donc, il s'en est passé quand même du temps entre maintenant et 2000. Et maintenant, oui, ça décolle, ça devient presque une évidence. Et ça montre aussi que, il y a des technologies qui arrivent un peu en avance sur leur temps, mais surtout en avance sur l'esprit des entreprises, l'esprit de transformation des entreprises. Et je pense que c'est aussi un sujet bien à retenir. Hein. Je pense que l'avenir des legal tech et l'avenir de ces outils va dépendre aussi du travail qui va être fait par les entreprises. Et j'espère peut-être avec l'aide de Day One ou d'autres, de maturation de leur processus, de la compréhension de qu'est-ce qu'il faut améliorer et de quel est mon problème. Parce que le pire, je pense, qu'on peut souhaiter aux legal tech, c'est qu'on les prenne que pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des outils. Pourquoi pas dire des gadgets et pas vraiment des moyens de résoudre des problèmes identifiés dans l'entreprise. Parce que c'est là où ça marchera. C'est là où on arrivera à relever si l'outil est efficace, c'est-à-dire s'il il arrive à m'aider à atteindre mon objectif. Et donc, c'est là où il aura un usage durable dans la société, et donc un ROI, et donc des budgets, et donc des félicitations pour celui qui l'a mis en place, etc., etc. Voilà. Merci. Oui, ça fait 15 ans qu'on parle de signature électronique. J'ai vu une étude de WhoDrive Opinionway qui disait qu'en France, il y avait 55% des entreprises de plus de 500 personnes qui l'avaient mise en place. On est en train de voir que, comme Denis l'a annoncé, l'effet accélérateur du Covid-19 fait que très vraisemblablement ce chiffre va tendre vers assez rapidement 80-90% des entreprises. Denis, avant d'aller sur la réalité des solutions et ce qu'elles font, je voudrais ta casquette d'investisseur. Alexandre en a un peu parlé, il y a eu à la fois les levées de fonds, il y a ce marché qui devient mature. Ça y est, la consolidation arrive à tous les niveaux, puisque aussi bien des acteurs comme les BIG dont parlait Nicolas à l'instant, on a vu, EY a racheté Pangea 3, qui était un des leaders du LPO. Ils ont racheté Riverview, qui est aussi un des leaders sur ces sujets de managed services. On a vu Septeo racheter Legal Suite, on a vu Wolters Kluwer acheter des Softway. Softflow. Ils ont d'abord acheté Legal Suite, et puis dans l'ordre, et puis il y a 2 mois, ils ont racheté Softflow. Donc cette consolidation, il y a à la fois les acteurs type Hyperlex, Doctrine, on ne va pas tous les citer, mais Legal Life, etc., EasyQuorum qui lèvent, et puis il y a des acteurs qui sont en train de se reconsolider. Comment on regarde un petit peu, comment tu regardes, toi, en tant qu'observateur, là, du coup, avec la casquette vraiment observateur, ce marché évoluer? Alors, je suis inquiet pour la French Tech, pour la French Legal Tech, et aussi, d'ailleurs, pour reprendre le tableau qu'avait montré Nicolas, c'est on voit les grands. Alors, pardon, juste une chose, c'est que Nicolas a dit les cabinets qui étaient cités, que c'était du prêt-à-porter, ils auraient préféré que ce soit du sur-mesure. Oui, c'est sur-mesure. C'est du sur-mesure. C'est un lapsus, pardon. Mais justement. J'ai senti en me disant qu'il y avait un problème, pardon. Mais justement, c'est que j'ai 3 exemples là qui sont des cabinets. Anglais. Tu as Allen & Overy et c'est Eversheds, notamment, qui, eux, développent maintenant une offre
où il y a aussi Fasken au Canada, enfin dans ceux que je connais, hein, après, ils développent une offre où ils vont avoir du prêt-à-porter combiné avec des solutions technologiques. Et ça, ils l'abritent dans une structure un peu différente de leur cabinet d'avocats traditionnel pour offrir ça effectivement aux clients. Je pense qu'ils ont raison d'ailleurs, hein, parce que c'est s'ils veulent encore continuer à croître et parce qu'il y a la pression quand même des clients qui va être de plus en plus forte tout de même sur les coûts. Et puis il faut arrêter. Enfin, on se bat depuis toujours pour essayer de dire que ces cabinets devraient arrêter de nous facturer à l'heure, mais qu'il faut qu'ils basculent sur un autre mode. Et donc, à travers ces plateformes qui développent, ils vont essayer de développer cette offre. Le problème, c'est que ce sont des Anglais ou des Américains. Que sur le paysage de la Legal Tech ou de la RegTech, ben, le paysage de la Legal Tech, ils sont partis tôt. Les Américains plutôt que nous, les Anglais également. Ils ont pénétré leur écosystème plus tôt. Et aujourd'hui, ils arrivent avec des solutions qui sont plutôt matures, en plus dans un paysage où l'early adopter anglo-saxon, hein, il est plus facile à conquérir que le early adopter français, hein, parce qu'on est dans un paysage qui est quand même extrêmement conservateur, que ce soit les entreprises, les cabinets d'avocats, le early adoption, qui est l'une des clés de succès, souvent, effectivement, de ces nouvelles solutions, bah, il est plus facile à conquérir en Angleterre ou aux États-Unis qu'à conquérir dans notre hexagone. Et donc, on voit ces solutions qui commencent à être mûres et qui, tout d'un coup, vont commencer à s'intéresser à ce petit marché qu'est la France. Et dans un paysage conservateur des professions juridiques, il va y avoir un caractère moutonnier un tout petit peu, qui va être de dire ah ben oui, il y a une solution qui est bien installée. D'ailleurs, effectivement, elle est utilisée par mes grands cabinets d'avocats. Ben donc, c'est celle-là que je vais adopter. Et ça, c'est pour moi, ça reste une inquiétude parce que je suis un petit peu à la fois cocardier et deuxièmement européen. Et je pense qu'il faut absolument essayer de se mobiliser davantage et tout l'écosystème pour favoriser des solutions concurrentes françaises ou européennes. Le problème des Français aussi, c'est qu'il faut, quand on regarde un investisseur, il regarde tout de suite la scalability de la solution. Et la scalability de la solution, bah, il faut que le marché accessible dépasse l'hexagone, parce que sinon, effectivement, il faut que ça aille vite. Donc les investisseurs, effectivement, ils regardent ça avec un petit peu de frilosité si on leur montre juste le marché français. Et donc, il faut absolument structurer ou mobiliser plutôt l'écosystème général et toute la filière pour essayer d'encourager des solutions françaises et européennes et avec les investisseurs. Mais pour ça, c'est moi ce que je vois comme un risque aujourd'hui que US take it all ou US and England take it all. Alors, c'est ce que disait Nicolas Guérin quand on a fait la première partie, si je puis dire, de ce webinaire. Il disait qu'il faudrait aussi que les directions juridiques françaises, alors peut-être au sein du Cercle Montesquieu, à travers la Factory ou d'autres associations comme la FGE, d'ailleurs, qui est très très proche du Cercle Montesquieu, puis d'ailleurs, pourquoi pas aussi avec l'Éclat que le Cercle a rejoint. Peut-être que les directions juridiques devraient se mettre davantage ensemble, peut-être même des fois monter des consortiums, aider à faire des POC. Mais ça fait quand même pas mal de temps qu'on en parle. On ne les voit pas venir, ces consortiums. J'adorerais. On a essayé, enfin là récemment, mais la réaction légitime d'ailleurs, hein, c'est qu'en plus on part, là, on était dans une période de crise aussi, c'est de dire ça va mobiliser nos ressources, ça va prendre du temps qu'on n'a pas, donc finalement on préfère plutôt une solution disponible on the shelf et qui a déjà fait ses preuves. Je ne veux pas être pessimiste parce que je pense que la guerre n'est pas perdue, hein, mais effectivement, dans un marché mature, avec une accélération effectivement de l'adoption de ces solutions, soit alternatives, soit digitales, il faudrait vraiment que notre écosystème se mobilise. Et c'est vrai que les ingrédients sont peut-être là, mais il faut qu'on se mobilise si on veut donner sa chance à des solutions françaises ou européennes. Alexandre, tu veux rebondir ?
Ouais, je pense juste qu'il faut faire attention de ne pas confondre les causes et les conséquences. C'est que, alors je suis tout à fait d'accord, évidemment, hein, comment ne pas être d'accord avec ce que vous venez de dire, mais le point quand même à retenir, c'est que ce qui favorise aujourd'hui la croissance de ces acteurs américains, hein, pour le dire, c'est le marché des acheteurs américains. Et je pense que le fait qu'ils grossissent, etc., il est d'abord drivé sur le fait que les entreprises aux États-Unis s'équipent et se posent plus la question de est-ce qu'il faut qu'ils aient un outil, c'est plutôt quel outil. On a eu ça, je vous donne un exemple, on a notre client Geodis, l'initiative Geodis de s'équiper d'un outil de gestion de contrat a été aussi poussée par les équipes US qui, elles, étaient sur le point d'en prendre un, en train de se dire, bah, moi, je n'ai même plus la question, c'est je prends lequel, parce qu'en plus, il y en a pléthore, et évidemment, j'en ai besoin, c'était même pas une question. Et donc, qui a fait que c'est remonté au niveau groupe pour finalement prendre l'initiative de lancer un appel d'offres groupe et de choisir une solution. Mais finalement, et on a le cas pour plein d'autres sociétés françaises installées aux États-Unis où en fait ce projet d'équipement est né des équipes US pour qui c'était un no-brainer. Il faudrait que ce soit un no-brainer en France de s'équiper. On a beaucoup de nos clients dont l'achat et l'initiative d'achat, on vient de rejoindre, il y a Telespazio qui vient de choisir Hyperlex typiquement comme solution. L'initiative, la direction juridique en avait besoin, l'exprimait, mais voilà, pour eux, n'avait jamais eu de budget pour ça, mais finalement le CFO a vu le projet, a dit mais c'est génial, ça rentre parfaitement dans le cadre de la transformation digitale de nos processus, sujet d'économie, suivi des échéances, je rate plus mes renouvellements tacites. Lui, il a fait vite ses calculs, il a compris que c'était évidemment un projet pour l'entreprise, et pas pour la direction juridique, c'est pour l'entreprise. Et en fait, il faudrait déjà que ce soit ça. Donc peut-être dans les initiatives Cercle Montesquieu, je pense que ce qui est peut-être à retenir, au-delà de faire des consortiums, etc., c'est en fait, il faut que vous construisiez déjà les arguments de ce que vous voulez et de qu'est-ce que ça apporte à l'entreprise. Parce que je pense que c'est souvent là où les projets échouent. C'est quand finalement on voit plein d'appels d'offres qui se lancent, qui vont jusqu'au bout, on mobilise des dizaines de prestataires dans le monde entier. À la fin, il y a un gagnant, mais en fait, il y a zéro gagnant parce qu'à la fin, on nous annonce qu'on a gagné, mais en même temps, ah bah, le budget, en fait, bah, il n'a pas été sécurisé. Donc, en fait, il n'y a pas de budget. Ah bon, bah, ça, c'est génial. Juste, Olivier, si je peux me permettre, deux choses. La première, c'est vas-y. je suis entièrement d'accord avec Alexandre sur le fait, bien entendu, c'est aux clients de pousser et de pousser pour des solutions européennes ou françaises et qui peuvent ensuite effectivement être déployées dans le monde. Les Américains, pour avoir connu ça avec nos solutions qu'on essayait de pousser quand on en choisissait chez Imeris des solutions françaises, et Olivier d'ailleurs en connaît, connaît aussi un tout petit peu, c'est pas facile de le déployer aux US, c'est qu'en gros ils voient toujours ça comme Ça, oui. c'est un truc, oui, c'est gentil, vous êtes gentil avec vos petites Oui. solutions, mais on a des acteurs super bien installés et qui font ça Non, bien mais, mieux que vous. il faut être américain pour les Américains, il faut être français pour Ah, les Français, c'est toute la règle. c'est Peut-être l'autre précaution à prendre par rapport au cabinet d'avocats, c'est il faut pas oublier, là encore, comme je le disais tout au début, nous sommes des fournisseurs d'outils. Et en fait, c'est un vrai métier d'être éditeur de logiciels. D'ailleurs, nos clients nous le demandent assez souvent dans leurs contrats, des SLA, des sujets de sécurité, des audits, des pen tests, des tests de pénétration informatique, de la compliance, ISO 27001, etc. Et en fait, un cabinet d'avocats, c'est des fournisseurs de services, c'est pas du tout la même chose que d'un fournisseur de logiciels. Moi, ma structure de coût aujourd'hui, c'est j'ai 80% de tech et de personnes au support pour répondre aux questions, etc., pour être réactif, assurer mon SLS sur mon support, etc. Et finalement, les fonctions qui font vraiment de la prestation et du marketing, etc., c'est rien du tout. C'est vrai que c'est un métier, quoi. Voilà, ils développent pas, les cabinets d'avocats ne développent pas d'ailleurs des solutions, oui. simplement Les ils offrent white une label, plateforme, ouais. ils offrent une plateforme dans D'accord. laquelle ils intègrent effectivement
des solutions, que ce soit automatisation de contrats, que ce soit effectivement case management et des choses comme ça. Ils en Et sont ensuite, voilà, c'est la plateforme et ils intègrent ensuite effectivement en disant c'est super flexible parce que vous pouvez choisir Hyperlex, Kira ou que sais-je. Moi, je le connecte à ma plateforme et moi, je vous ai sélectionné les outils Oui. que vous pouvez utiliser, intégrer dans ma plateforme et puis je vous vends les services associés effectivement. On commence à l'observer en France aussi. On a plusieurs cabinets d'avocats qui, enfin certains l'ont mis en place. Je pense à un cabinet lyonnais qui s'appelle 3.14, qui est parmi nos clients justement, qui l'a mis en place pour ses clients. Et on a certains autres cabinets qui nous approchent sur ce modèle. Et je trouve que le message qui est intéressant, c'est-à-dire que ces cabinets-là ont compris qu'une partie de la demande des clients était du standard, en fait, hein, sur l'offre de service, voire sur la nature des prestations, hein, finalement. Et que on ne pouvait pas tout faire, comme vous l'avez dit tout à l'heure, au même prix ou de la même façon, hein, parce que le standard quotidien nécessite, enfin, les plateformes sont là aussi pour fournir justement une réponse aux besoins standards quotidiens. Voilà. C'est ce qu'on voit aussi avec les managed services, Nicolas, c'est que toi, faut quand même aussi dire que les Français sont si internationaux. Tu es présent, tu vas tellement vite que je vais peut-être me tromper, mais tu es présent en France, tu es présent en Suisse, tu es présent à Maurice, tu es présent aussi aux États-Unis, et je crois en Israël. Tu te développes pour pouvoir apporter en fait le meilleur mix en fonction du besoin du client, qui peut être un mix humain, un mix techno, et puis un mix localisation pour optimiser le prix. Et donc permettre aux directions juridiques d'avoir, ce que disait tout à l'heure Denis, d'avoir plus avec toujours le même budget ou avec moins de budget. C'est aussi ça qui peut être intéressant avec ces nouvelles offres. Oui, c'est exactement ça. Alors pour la petite histoire, nos principaux clients français, alors même qu'on est une entreprise, en tout cas en partie française et francophone à la base, les grandes entreprises françaises, on est toujours rentré par Londres. On n'a jamais réussi à pénétrer par Paris. C'était toujours via la filiale de Londres qu'on nous est rentré, que derrière, après, comme on était vêté par Londres, on arrivait à Paris. Voilà, je ferme la parenthèse. Mais oui, ce qu'Alexandre et Denis mentionnaient, enfin, c'est le fait que les cabinets d'avocats essaient d'intégrer la technologie dans leur offre de service. C'est précisément toute la démarche des alternatifs comme nous ou d'autres. C'est d'arriver à intégrer les deux. Donc, comme Denis le disait, il y a de gros cabinets anglo-saxons qui l'ont fait. Nous, on les voit, effectivement, on est en concurrence directe avec eux dans des appels d'offres, comme Eversheds, comme Eno, Vogel Novels dans une moindre mesure, et puis quelques autres. Alors, évidemment, je prêche pour ma paroisse, mais j'ai quand même quelques doutes sur la viabilité à long terme de ces opérations, parce que c'est un métier différent. Et ce qu'on voit après au sein de ces structures, c'est des différences d'approche et des difficultés entre ce qu'ils appellent le old law, c'est-à-dire l'associé qui est là pour facturer des heures et puis pour prendre sa retraite dans 2 ans, et puis le new law qui est là pour investir 2 millions dans la technologie. L'associé qui va prendre sa retraite dans 2 ans, lui dire ok, on va prendre 2 millions pour investir dans la technologie, bah, c'est compliqué, quoi. Voilà. Donc, est-ce que ça prendra 2 ans, arriver à intégrer ces nouvelles approches, la technologie, le fait de faire du service comme nous on le fait sur des périodes plus longues avec des marges plus faibles dans leur structure de cabinet d'avocats, peut-être, mais c'est quand même pas forcément évident au quotidien. Et effectivement, ce qui peut être intéressant, parce que je vais reprendre ton explication tout à l'heure de prêt-à-porter du sur-mesure, c'est que tout le monde le sait très très bien. Je vais me lancer sur un parallèle, mais quand on s'habille, on peut très très bien s'habiller. Alors, je ne vais pas faire la promotion de toutes les marques, mais on peut très bien, justement, je crois d'ailleurs c'est très à la mode d'ailleurs de faire un mix-match entre à la fois du Chanel, de l'Hermès et à la fois de l'H&M et du Zara. On n'a pas besoin, pour regarder l'heure, de systématiquement regarder l'heure sur une Jaeger LeCoultre. On peut aussi la regarder sur une Swatch ou sur une autre montre. Et on peut peut-être, c'est tout l'objet justement de l'analyse de la valeur et de la segmentation des tâches et des prestations que l'on souhaite avoir. Aller chercher ces fameux cabinets d'avocats first tier, très stratégiques, très précis, ultra spécialisés sur certains sujets. Et puis aller chercher donc du sur-mesure, et puis aller chercher soit les outils, soit les managed services pour pouvoir obtenir, comme tu le disais tout à l'heure Nicolas, pas forcément 100% d'ultra qualité avec la virgule près, et que le directeur juridique du CAC 40, que je ne citerai pas, avait fait une révolution dans son entreprise quand il a dit il y a quand même certaines prestations où on peut aller vers le good enough.
Et donc, ça veut dire qu'il faut aussi qu'à un moment donné, on ne soit pas en train de chercher de l'ultra-qualité, du surcoût, et qu'à chaque valeur, chaque risque, peut-être, on peut avoir en face le curseur et, comme un bon artisan, le bon outil, qui n'est pas toujours l'outil le plus cher, le plus luxueux. Donc, c'est là qu'on va essayer de faire ce mix-là. Et ça veut dire qu'on passe d'une approche qui est centrée exclusivement sur la qualité à une approche qui est centrée plutôt sur le risque. Pour être un peu concret, le cas de figure... Pondéré par le risque. Oui, tout à fait. Et le cas de figure auquel on est souvent confronté, et ça va parler à Alexandre, c'est typiquement les contrats dans des entreprises de taille moyenne ou même importante, les contrats achats de relativement faible valeur. Souvent, ces contrats ne sont pas revus par des juristes de la direction juridique parce qu'ils n'ont pas le temps. Pardon ? Et parfois, il n'y a pas de contrat, c'est juste un contrat, on accepte les conditions générales des fournisseurs, et donc c'est géré par des acheteurs, et donc on ne sait pas trop quoi faire avec ça, parce qu'on n'a pas de ressources en interne. Faire appel à un cabinet d'avocat traditionnel, c'est absurde en termes de coût par rapport à la valeur des contrats, et donc on cherche des solutions alternatives. Et Alexandre verra de quoi je parle, on a tous les deux répondu récemment à une RFI d'une grande entreprise française qui souhaitait une solution. Et qui se disait, justement, est-ce qu'on a besoin d'une solution technique comme Hyperlex ? Est-ce qu'on a besoin d'un cabinet d'avocat traditionnel ? Est-ce qu'on a besoin d'autre chose ? Et ils avaient de la difficulté à vraiment définir leurs besoins pour arriver à trouver la solution. Et ils sont arrivés à se dire, finalement, on va prendre une solution technologique de rédaction de contrat et puis on va la donner à nos opérationnels. Mais quand je dis nos opérationnels, c'est l'acheteur partout, qui n'a aucune compétence juridique particulière. Qui ne saura pas utiliser l'outil. Donc, ce n'est pas une bonne solution. D'un autre côté, faire appel à des cabinets d'avocats locaux dans toutes les villes de France où ils sont comme ils le font, ce n'est pas non plus une bonne solution, y compris en termes de qualité, d'harmonie. Donc, ce qu'il faut, c'est une approche plus systématique, de dire il faut un produit qui va inclure de la technologie, qui va inclure un service, mais ce service, ce n'est pas effectivement du sur-mesure, c'est bien du prêt-à-porter, dans le sens où il y a, en bon français, des playbooks, dans le sens où il y a des guidelines, des choses comme ça. Tout est encadré avec du contrôle qualité, avec une réflexion effectivement sur le degré de seniorité des gens qui travaillent, sur leur localisation, etc. Et ça permet de mettre en place, comme tu disais, je crois, Olivier, au début, presque une usine en fait. Et cette usine, effectivement, elle va plutôt sortir des Renault Clio que des Ferrari. Mais c'est pas grave, on n'a pas besoin de Ferrari pour aller chercher du pain. Oui, et puis il ne faut pas oublier que l'outil ne travaille pas tout seul. Dans ce que tu donnes comme exemple, en effet, l'usine qui distribue des contrats à tous ceux qui en veulent un, c'est ça, pour le coup, on pourrait dire que l'outil travaille seul, mais en pratique, ce qu'on cherche quand même avant tout, c'est d'aider les équipes juridiques à faire plus avec moins, si possible, ou faire mieux. Et ça veut dire qu'en fait, ce qu'on va venir faire, c'est juste, en effet, accompagner le processus, créer, comme tu l'as dit, une usine ou un système vertueux qui va aider à circulariser le contrat. Donc, l'exemple que tu donnais sur la génération de contrats, par exemple, nous, on a des outils pour ça, mais ce que font nos clients, c'est pas juste accélérer la production de contrats, c'est accélérer et sécuriser le processus contractuel. Parce que finalement, créer le contrat, c'est pas une fin en soi. Le contrat, c'est déjà une étape dans un processus qui vise à un moment serrer la main avec un prestataire ou avec un client. Et donc, nous, l'objectif, c'est évidemment que l'opérationnel reçoive son contrat le plus rapidement possible, au moins le premier draft, mais c'est surtout qu'il soit signé et qu'il soit négocié en respectant la politique contractuelle de l'entreprise. Et grâce à des outils comme les nôtres, désolé de le dire comme ça, mais par exemple, nous, on a un client, la directrice juridique groupe, Azana Abou, de l'entreprise Jumia, donc, qui est le Amazon africain. Aujourd'hui, voilà, elle a 30 workflows qui contrôlent en permanence tous les contrats qui sont en cours de validation interne, signature. Donc ça représente en parallèle à peu près 150 processus contractuels journaliers sur une vingtaine de pays grâce à des outils. Et c'est évident que ce serait impossible pour elle de contrôler tous ces contrats. En plus, voilà, dans pas mal de pays, 20 pays et notamment des pays où c'est important de bien regarder, surtout quand on est une boîte côté Nasdaq.
ce serait impossible pour elle de mettre en place une politique contractuelle contrôlée, donc sécuriser ces processus contractuels sans un outil. C'est impossible. Donc ce serait soit en effet l'usine à contrat où tu mets une pièce et tu obtiens ton contrat, mais du coup il y a n'importe quoi qui est signé, n'importe quoi qui est renégocié, soit rien du tout, et là c'est opaque, mais c'est impossible d'être opaque quand tu es une boîte cotée, quoi. C'est pas possible. Un gros avantage, j'ai vu Denis que tu avais levé la main, je vais te donner la parole, un gros avantage justement de cette digitalisation, c'est non seulement je vais accélérer, non seulement je vais même faire ce qu'on appelle le self-service, c'était que des opérationnels vont pouvoir faire des contrats, certains niveaux de valeur, un certain type de contrat eux-mêmes, mais je vais surtout sécuriser, c'est qu'on ne va pas faire n'importe quoi avec n'importe qui, et je vais m'assurer une cohérence juridique et de prise de position juridique qui est très importante. On l'a vu d'ailleurs pendant le Covid, certains directeurs juridiques qu'on a interrogés, on sort une grosse étude dans 8 jours, sur le sujet, Rex pour le futur, on l'a appelé ainsi, ont eu des problèmes de prise de position différentes en fonction justement de cette fameuse clause force majeure où on la défendait quand on était client d'une certaine façon, on l'avait rédigée d'une autre façon quand on était sous-traitant, et quand on est en train de négocier, c'est un petit peu compliqué. Et donc cette centralisation auprès d'un outil contractuel comme Hyperlex, parlons d'Hyperlex parce qu'on a Hyperlex, même s'il y en a d'autres sur le marché, je reste indépendant, permet justement cette sécurité et cette cohérence juridique. Denis, tu voulais prendre la parole. Oui, je voulais juste compléter effectivement deux réflexions que ça m'inspirait, effectivement, ce qu'on se disait. C'est que, on revient quand même à la base, hein, c'est d'avoir une stratégie générale digitale. Souvent, effectivement, ce qui a fait défaut, c'est qu'il y avait la stratégie, mais il n'y avait pas les moyens, enfin, c'était pas se pencher suffisamment sur les moyens de la mise en œuvre et de les avoir dès le début. Et de prioriser effectivement quelles sont les premières actions qu'on veut mettre en place. Et souvent, c'est quand même une petite difficulté de dire, finalement, tout ça, c'est super intéressant. Par où commencer ? Et c'est aussi pour cela que l'un des challenges souvent que les fonctions juridiques ont, c'est que déjà, c'est se repérer dans la multiplicité effectivement des offres. 2, c'est par où commencer. On a identifié ce qu'on voulait faire, mais par où commencer ? Et en se disant aussi qu'on ne peut pas gérer 10 outils dans une fonction juridique. Et donc, c'est pour ça, alors là, c'est une conviction personnelle, je pense qu'il y a un futur important pour les plateformes. C'est-à-dire que, enfin, pour la plateformisation, effectivement, des outils, parce que les fonctions juridiques, et aussi d'ailleurs pour justement les alternatives service providers, parce que la direction juridique dit je ne peux pas avoir 10 outils. Je ne peux pas avoir 10 outils différents qui adressent un petit besoin vertical, mais je ne vais pas en gérer en série 10 de ces outils. Et donc la plateforme qui intègre effectivement ces différents outils, moi je pense à des mérites et à mon avis répond à une attente. Ensuite, c'est ce qui est important et c'est ça que l'outil ou les outils apportent, c'est la structuration des process à travers l'entreprise, et structuration des process non pas seulement au sein de la fonction juridique, hein, mais avec ses clients internes, donc les différents business, avec ses partenaires externes. Et il faut avoir tout ce processus, ce workflow qui est bien dessiné au début. Et là aussi, alors, c'est parfois la compatibilité de certains de ces outils avec d'autres outils existants au sein de l'entreprise. Et l'outil a une vertu, et en général, c'est pas non plus le truc que les juristes préfèrent, hein, qui est la structuration des process. C'est pour ça que là, on rebondit aussi sur ce qu'on a dit au début, c'est que le Legal Operation Officer, souvent, effectivement, son rôle, et il aime ça, c'est structurer des process qui vont effectivement fiabiliser la gestion des risques au sein de l'entreprise, automatiser effectivement un certain nombre de choses, les rendre plus efficaces. Mais ce n'est pas toujours la première qualité des juristes ou l'appétence qu'ont une grande partie des juristes. Ce qu'ils veulent, c'est que les outils les déchargent de ces tâches qu'ils trouvent chiantes pour se concentrer sur celles à plus forte valeur ajoutée. Mais pour ça, il faut que quelqu'un d'abord ait mis tout ça en place dessous.
C'est évident, il faut structurer. Il nous reste 5 minutes. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser à travers le chat ou lever la main, comme l'ont fait Alexandre et Denis. C'est une petite main qui est sur la barre du milieu. C'est vrai que ce problème d'avoir 10, 12, 15 outils est une vraie situation, ce qui fait que c'est pour ça qu'il y a des consolidations. Hein. On a vu DocuSign, leader de la signature électronique, qui a racheté SpringCM pour pouvoir remonter en intégration verticale sur tout le contract management et qui est en train de racheter d'ailleurs d'autres éléments. Seal, il y a à peu près 3 semaines de cela, pour 200 millions à peu près de dollars. Ils sont en train de remonter pour créer soit des plateformes, soit des offres complètes. Mais l'autre chose qui est intéressante que l'on voit, nous, au sein de nos clients, c'est l'intégration dans les outils business aussi. C'est bien d'aller sur le contract management tool. C'est encore mieux quand je reste, moi, commercial, dans mon Salesforce ou dans mon Dynamics et que j'ai juste un bouton contrat qui fait que je ne sais pas que je vais chez Hyperlex, mais en fait, le contrat est fait automatiquement. Donc, il y a aussi cette intégration dans les outils opérationnels. En termes de conduite du changement dont on n'a pas parlé, c'est aussi là où le commercial, il aura juste au sein de Salesforce à cliquer, le contrat se fera tout seul, ou dans son Ariba, Evalua, you name it, l'acheteur, lui aussi, restera dans son outil opérationnel et cliquera. Donc cette intégration de plus en plus possible par la technologie est quelque chose qu'il faut regarder parce que en accélération, en conduite du changement, c'est vraiment de plus en plus un point positif. Eric O'Donnell, Legal Operations de Total, a levé la main. Je te donne la parole, Eric. Oui, merci. On a touché un peu sur la question, Alexandre et Nicolas ont un peu touché, que les outils ne font pas tout seuls et les managed services non plus. Le plus dur reste sur les legal operations officers de trouver attends, je vais regarder peut-être la caméra, de trouver le problème à résoudre et ne pas échanger le processus et se servir de l'appel d'offres ou du processus de chercher un outil ou chercher un service pour poser des questions sur le processus, notamment dans une entreprise comme Total qui est très diverse et on a des processus et des besoins différents et même des besoins, des perceptions de besoins différents parce que très souvent les juristes perçoivent leurs besoins comme étant très différents aux besoins de leurs collègues dans une autre branche. En fait, c'est la même chose. Donc, et de prendre ce pas en recul pour regarder ce que j'essaie de promouvoir, au lieu de regarder la tâche qui doit être faite sur un plan très étroit, de regarder sur le travail qui doit être fait, notamment pour le managed services. Très souvent, nous, on regarde, on veut une personne dans la chaise qui a été laissée un peu vide. Et en fait, cette personne, on paye très cher pour faire, en plus de la valeur ajoutée, mais aussi des tâches qui seraient mieux faites par quelqu'un d'autre. Donc, ce serait mieux de regarder le travail qui doit être fait plutôt que la personne qui doit le faire. Et ça, c'est pas évident à socialiser, on va dire, en interne. Oui, c'est la cartographie des processus dont on a parlé. Et à l'intérieur des processus, la cartographie des tâches et de trouver qui est la bonne personne. Et personne, ça peut être un humain ou une machine, d'ailleurs désormais, qui doit réaliser cette tâche. Et donc de segmenter tout ça. C'est vrai que c'est un gros travail important. Il est 10h00, peut-être pour respecter. C'est comme ça maintenant, toujours. Un mot de la fin, chacun. Un mot de la fin, chacun. Denis ? Moi, je dis il faut qu'on se mobilise pour effectivement donner aussi plus de chance aux solutions françaises, européennes. Et pour ça, il faut être un tout petit peu plus risk-takers qu'on ne l'est, et que les cabinets d'avocats doivent aussi se mobiliser sur le sujet parce que effectivement, il en va de leur compétitivité, de la compétitivité de toute la filière juridique. Hein. Mmh.
Nicolas? Il faut, comme le disait Denis, il faut bien comprendre ses process, ses besoins et avoir en tête la boîte à outils. Il n'y a pas seulement les cabinets avocats, pas seulement les internes, mais toute la palette, la technologie, les managed services, le staffing, et ensuite choisir ce dont on a besoin quelle est la meilleure réponse à chaque besoin. Merci Alexandre. Moi, je dirais que dans un processus de transformation d'entreprise, digitale d'entreprise, commencer petit, c'est pas manquer d'ambition, c'est justement plutôt accumuler les succès, se donner les moyens de convaincre un peu plus et d'obtenir plus de budget, plus de moyens et plus de support dans sa transformation. La stratégie des petits pas, mais qui sont cohérents avec une vision que l'on a, une feuille de route que l'on peut mettre en place au sein d'une direction juridique. Fête d'époque. Fête d'époque. C'est pas tout à fait. Pour commencer, mais faites des contrats avec des managed services, avec des legal tech et pourquoi pas avec des consultants. Merci infiniment d'avoir participé, Nicolas, Denis, Alexandre. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On va bien évidemment cet enregistré, le mettre en ligne dans les minutes qui suivent. Comme ça, vous pourrez le revoir ou le faire passer à d'autres personnes qui n'ont pas pu être là. Merci infiniment et à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup, Olivier. Merci beaucoup. Merci Olivier, au revoir.